Bonjour à tous, bienvenue aux secondes assises de l'ingénierie organisées par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On va parler changement climatique au cours de cet atelier. Vous savez que pour 2050, il y a un objectif de neutralité carbone. On a pour ça divers outils, notamment les territoires sont lancés dans ce qu'on appelle les CRTE, les contrats de relance et de transition écologique ou énergétique. En tout cas, reste à les faire vivre. Et on va faire ça de manière concrète avec des collectivités qui sont présentes. On va en discuter avec elles au cours de cet atelier. Et puis des acteurs sont également présents. Merci infiniment à vous tous d'être présents. On a en vrac, dans le désordre, Monsieur Bellini, Monsieur Megdou, Madame Bichon, Monsieur Borez, Monsieur Chelkowski. On aura aussi Madame Badoil et puis d'autres encore qui vont s'exprimer. Et vous aussi, vous pouvez poser vos questions. Vous êtes élu, vous êtes un agent, peu importe, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ce sujet de la transition écologique. Et on va commencer avec Julien Megdou. Bonjour Julien Megdou. Alors vous êtes conseiller du coordinateur national des contrats de relance et de transition écologique. Donc je vais refaire la même chose dans l'autre ordre. Il y a donc des contrats de relance et de transition écologique. Il y a un coordinateur national et vous le conseillez, voilà, à l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc avec ces CRTE, il s'agit de mettre en œuvre des projets de territoire. Et là, on va avoir besoin, ils sont signés pour le plus grand nombre, presque tous, mais on va avoir besoin d'ingénierie. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, absolument. Alors, je remercie de m'avoir invité, parce que l'année dernière, j'avais déjà animé un atelier dans les assises numéro 1, justement, sur l'ingénierie pour les CRTE. Donc, on voit bien que cette ingénierie a été très mobilisée pour élaborer ces contrats. Donc, en effet, comme vous l'avez dit, ils sont presque tous signés. On est à 820 contrats signés sur le 850 prévus. Donc, en tout cas, la première phase de lancement est bien partie. Et maintenant, en effet, on arrive, ces contrats, c'est une ligne d'arrivée. Maintenant, c'est la ligne de départ. On repart. On a besoin de l'ingénierie pour les mettre en œuvre, pour accompagner les territoires qui sont mobilisés, l'État, les collectivités, les partenaires et les opérateurs. Tout le monde va tous dans le même sens pour la transition écologique. Bon, formidable. Alors, on va avoir l'occasion de reparler de ces CRTE. Vous m'avez dit aussi, je crois, qu'il y a 1200 EPCI qui ont signé. Il y en a 2, je crois, qui n'ont pas encore signé, si je ne me trompe pas. Oui, alors en fait, on a 850 périmètres, donc qui inclut les 1200 EPCI. En effet, on a 2 collectivités qui ne sont pas encore engagées, mais qui vont certainement rentrer. Donc, on a vraiment la quasi-intégralité des territoires de métropole et d'outre-mer qui sont engagés dans la démarche. Alors, on avait une carte, je ne l'ai même pas montrée parce qu'elle est toute verte. Donc, elle est disponible sur le site de l'ANCT, la carte, on peut voir, on l'actualise en temps réel. C'est gigantesque, tout le monde est en CRTE, les EPCI, c'est tout ce qui est communauté de communes, métropole, etc. Et puis on a Robert Bellini également avec nous, donc vous travaillez à l'ADEME et vous êtes responsable du pôle adaptation au changement climatique, donc vous êtes vraiment l'homme de la situation là. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vous, ADEME, vous voyez que la transition énergétique, transition écologique et transition énergétique plus précisément, elle est vraiment engagée dans les territoires? Alors effectivement, elle est engagée, elle est en train de s'engager. En train. Et les CRTE, c'est une bonne échelle. Il y a la question d'échelle qui est très importante, à l'échelle des territoires. Voilà, les CRTE traitent le problème à la bonne échelle, puisqu'on a tous été interpellés par le GIEC récemment, par des catastrophes climatiques, où on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et le GIEC nous interpelle au niveau mondial. L'Europe, la France nous interpelle au niveau européen et national en disant en 2030, on a des objectifs sur le climat, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle de territoire? Et les CRTE, c'est vraiment, ça pose le cadre de l'échelle territoriale où on peut vraiment transformer ce constat en action. Et l'adaptation, ça consiste à dire, vous êtes engagé dans un projet de transition, on va travailler avec vous pour la sécuriser. Alors, je vais peut-être prendre une petite métaphore vélo, parce que c'est d'actualité. Ah, c'est bientôt le Tour de France, là. Mais on y est. Ah, c'est vrai? Et donc, alors, excusez-moi. Alors, je vais prendre un vélo à 2 pignons. Ah, d'accord. Plus simple. Et dans les 2 pignons, il y a le pignon comprendre et le pignon agir. Et donc là, le territoire, il est là pour aider à comprendre ce qui se passe sur le territoire, ce qui est en train d'être engagé avec le changement climatique. Et puis ensuite, la contractualisation qui est opérée permet d'agir, vraiment d'ancrer l'action et puis d'agir sur le long terme. Alors, je vous propose au cours de ces ateliers de vraiment avoir des exemples concrets
avec des collectivités territoriales. C'est comme ça que ces ateliers ont été construits et je pense qu'on va vraiment tout comprendre grâce à des exemples extraordinairement concrets, grâce aux équipes de la NCT qui ont organisé cet événement. Et on va commencer avec vous, Xavier Chelkowski. Alors, Xavier Chelkowski, directeur d'études, résilience et adaptation au changement climatique. Donc le changement climatique, c'est votre sujet, au sein d'une agence d'urbanisme, c'est l'AGUR, agence d'urbanisme de la région Flandre-Dunkerque. Vous allez nous parler de quelque chose de tout à fait particulier, mais un territoire fragile en fait. C'est la zone des pieds de coteaux, donc on est en Flandre, au nord, et là j'ai l'impression qu'on va tout résumer en disant, voilà, dans cette zone des pieds de coteaux, on a 450 000 habitants qui vivent sous le niveau de la mer. Alors, ce n'est pas uniquement sur les pieds de coteaux, c'est sur l'ensemble du polder, donc, de ce qu'on appelle donc, les Watrang. Donc, ce sont 450 000 donc, habitants qui vivent donc, effectivement donc, sous le niveau de la mer quand on est donc, à Mayotte. Je rappelle, un polder, c'est des territoires qui sont gagnés sur la mer. Et forcément, donc, avec la perspective du changement climatique qu'on vit déjà aujourd'hui, on voit qu'on atteint donc, certaines limites en termes de gestion du système. Et avec l'augmentation au niveau de la mer, des pluviométries qui vont être changeantes. Donc on a la mer qui s'élève. Ensuite, la pluviométrie, qu'est-ce qu'elle fait la pluviométrie? Donc la pluviométrie, donc, ce que nous donnent les projections, donc, en gros, c'est qu'en moyenne, on aurait la même chose. Par contre, plus de pluie l'hiver, donc plus d'eau à évacuer, alors qu'on aura la mer qui va monter, donc le temps d'ouverture des portes à la mer. À évacuer, parce qu'il y a quand même de l'eau, parce que les polders, ils sont protégés, si je puis dire, par une digue. Alors d'où est-ce qu'elle vient cette eau quand il y a de l'eau Je vais partir de la base. Donc, le polder, donc des terres qui sont gagnées sur la mer. Mer du Nord, donc on est soumis à la marée, marée haute, marée basse. Quand on est à marée haute, on a des portes qui sont fermées, des portes à la mer, donc qui empêchent la mer de pénétrer dans les terres. Pendant ce temps-là, les canaux et les watergangs vont se remplir d'eau, donc avec l'eau qui vient de l'amont, qui vient des précipitations, et on va attendre la marée suivante, la marée basse, pour ouvrir les portes à la mer et évacuer donc toutes les eaux continentales. Et quand on a on est en période du cru, on va utiliser donc les canaux qui se chargent des eaux douces qui s'écoulent naturellement vers la mer, quoi. Mais là, exactement. Et donc on s'affranchit de la marée grâce à de grosses stations de pompage, donc qui nous permettent de relever les eaux donc des canaux à la mer en s'affranchissant de la marée. Et on voit bien qu'avec le changement climatique, ce qui nous inquiète, c'est pas tant l'élévation au niveau de la mer à marée haute, mais surtout à marée basse, puisque quand on va prendre a priori donc 1 mètre en 2100, le temps d'ouverture des portes à la mer sera beaucoup plus court, et donc on va évacuer beaucoup moins d'eau continentale. Et donc il faut faire toute cette réflexion sur comment à l'avenir on gère ces eaux sur le territoire. Donc en fait, le problème principal, c'est qu'on a moins de temps pour évacuer ces eaux douces qui arrivent à la mer naturellement, parce que comme la marée et les marées sont plus hautes, hein, puisque l'élévation de la mer est plus importante, voilà, on va avoir de la difficulté à les évacuer pendant les marées basses. Exactement. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces eaux? Elles vont finir par inonder. S'il y en a beaucoup, s'il y a des crues, etc., on peut avoir des inondations, c'est ça? On a des inondations, donc on en voit déjà. Donc il y a une photo là sur l'écran où on voit qu'il y a les secteurs. On peut la montrer. La photo, ouais. Donc justement, donc ça, c'est une photo qui a été prise en fin d'année dernière. Donc c'est vraiment là un secteur typique des pieds de coteaux. Donc ce sont des zones qui sont vraiment la frange de la Flandre intérieure et du territoire qui a été gagné sur la mer, des zones en cuvette, éloignées des exutoires. Et donc quand on n'arrive plus à évacuer les eaux, donc au niveau des portes à la mer, l'eau va s'accumuler donc dans ces secteurs-là. Donc toute la réflexion donc, qui est portée sur le territoire en matière d'inondation, parce qu'on a aussi un problème de ressources. Donc il est de savoir donc à l'avenir comment on gère ces eaux. Donc est-ce qu'on met des infrastructures plus puissantes? Mais bon, c'est aussi davantage de stations de pompage. Il y en a déjà 100. Il y a une centaine de stations de pompage, mais par contre, c'est pas vers là donc qu'on souhaite forcément se diriger. C'est plutôt réapprendre à vivre avec l'eau sur le territoire, lui donner à vivre avec l'eau sur le territoire. Donc on va accepter un peu d'inondation. Accepter un peu d'inondation, renaturer certaines zones humides, arrêter de bétonner. Donc en profiter pour créer des zones humides? Alors, le polder est une vaste zone humide qui est complètement artificielle. Donc, tout l'objet, c'est de renaturer donc, certains endroits pour que... Renaturer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va... redonner une fonction écologique aux zones humides. Pérenniser la zone humide, donner une forme de pérennité. Enfin, la reconstituer parce qu'elle est quand même... Mais du coup, on peut planter des roseaux, enfin faire des roselières, des choses comme ça ou...
Bah, ça va venir naturellement. Ça vient naturellement. Après l'objet, c'est pas quand on parle renaturer, d'en faire un grand espace naturel. C'est-à-dire, c'est d'accepter de temps en temps que les terrains soient inondés, notamment en période hivernale, et le reste du temps avoir un autre usage. Alors, moi, je suis agriculteur et vous venez me voir et vous dites, je vous propose que votre terrain soit inondé de temps en temps. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais n'empêche qu'à un moment donné, ça va coincer quand même, comme ça, non ? Après, ça demande du dialogue. Donc, dans le cadre du projet sur le plan guide justement de l'adaptation des pieds de coteaux au changement climatique, on a mené une large concertation sur le territoire en partant du fait que régulièrement, donc, on rencontre les communes, les acteurs du territoire avec des plans qui sont déjà tout établis, réfléchis, etc. Et ils ont l'impression, ces acteurs, qu'on leur dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ils n'ont pas tort en l'occurrence. Et ils n'ont pas tort. Parce qu'on arrive déjà avec son idée effectivement. Ouais. C'est vrai. Et donc, justement, ils nous disent pourquoi vous ne nous consultez pas avant, on a plein de bonnes idées, etc. Voilà, donc venez nous voir, on va en discuter. Et donc, pour le coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été les voir, donc l'ensemble des acteurs du territoire, en leur expliquant le fonctionnement hydraulique du territoire, ce qui nous attend au regard du changement climatique. Ce qui nous attend, voilà. Nous, on a déjà une idée de ce qui nous attend. On a des projections qui sont assez précises. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc on leur dit, donc c'est quoi vos idées donc, et ils en ont. Ils ont des idées, qui pour la plupart sont déjà mises en œuvre. Donc c'est bien. Ça qui est un petit peu rassurant. Et d'autres qui émergent, mais de réflexions qui datent de plus loin. Donc on voit bien, c'est un bouleversement là. Parce que, attendez, les polders, ça a été quand même construit pour faire de l'agriculture. On gagne sur la mer, donc justement, on n'a plus d'eau. Là, vous dites, non, finalement, on va accepter un peu d'eau. Donc c'est complètement contre-culturel. Et ces polders, ça date du XIIe siècle, vous me disiez ? L'organisation du dessèchement, il date du XIIe siècle, effectivement, avec les comtes de Flandre, et puis donc, les moines qui ont gagné les terres de manière organisée de ce territoire-là. Donc au départ, c'était une vocation qui a été complètement agricole, et puis aujourd'hui, il y a tout un tas d'enjeux qui sont implantés, des villes, de l'industrie, etc. Donc tout le système qui a été bâti à l'époque, il a complètement évolué, et il faut le recalibrer. Et il y a Dunkerque qui est pas loin. Dunkerque est pas loin, donc la plus grande ville du polder. Elle est sur le polder, elle fait partie des 450 000 habitants. Voilà, 200 000 habitants pour l'agglo de Dunkerque. Après Dunkerque, elle est bâtie sur les dunes. Dunkerque, c'est Église des Dunes, donc elle est en hauteur. Donc si on est inondé, Dunkerque sera sauvegardé. Par contre, tout autour, on sera légèrement inondé. On regarde quelques images, donc regardons l'image suivante. Voilà, encore un peu d'inondation. Voilà, donc ça c'est toujours les mêmes inondations donc sur un autre secteur du territoire. Donc on voit qu'il y a des endroits qui sont vraiment sensibles et qui ont tendance vraiment à accumuler l'eau sur le territoire. Autre image. Voilà, station de pompage. Typiquement, c'est une station de pompage qu'on retrouve classiquement sur nos territoires. Donc, vous voyez à gauche ce qu'on appelle un watergan, donc un fossé d'assèchement, qui est à un niveau qui est plus bas que le watergan juste à côté. Donc, tout l'enjeu sur le territoire de Polder, c'est de relever les eaux des points bas vers les points hauts, après d'acheminer l'eau vers les grands exutoires à la mer. Donc, on a l'aléa naturel, mais on a aussi l'aléa technologique, puisque si on a des pannes d'ouvrage, vous comprenez que plus d'électricité, ça ne tourne plus, donc ça provoque des inondations. Alors je crois qu'on a d'autres images après. Oui, alors qu'est-ce que c'est que cette carte ? Alors cette carte-là, c'est la carte qui a fait en sorte qu'on a débuté cette grande concertation sur le territoire, puisque c'est une carte qui a été faite par l'État, donc dans le cadre de réflexion sur le devenir du territoire des Watringues, puisque l'État s'inquiétait pour nous. Et donc c'est une modélisation qui a été faite sur le territoire du delta de l'A, donc partie nord, et qui montre ce qui peut nous arriver en termes d'aléas, pluviométrie centenale, élévation au niveau de la mer de 60 cm et panne d'électricité totale. Et on rajoute à ça des coefficients de marée qui sont défavorables. Et on voit les secteurs qui sont inondables. Donc c'est les secteurs qui sont localisés au niveau des pieds de coteaux. Et donc c'est là où toute la réflexion est à engager pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait entre guillemets de ces secteurs-là.
Alors, quelle vocation on leur donne. Donc, on sait ce qui va se passer. Vous allez voir les parties prenantes. Vous leur dites quelles sont vos solutions, à quoi vous pensez. Pour certaines, elles sont déjà mises en œuvre, ça fonctionne bien. On arrive à créer des solutions. Et là, où est-ce que vous en êtes? Donc, j'ai l'impression que vous avez fait 20 propositions dans ce que vous appelez un plan guide, c'est ça? Oui, sur le plan guide pour l'adaptation des pieds de coteaux. Donc, une vingtaine d'actions qui ont émergé du territoire, classées en 4 grandes catégories. Urbanisme, gestion hydraulique, agriculture, et puis j'en oublie un, donc urbanisme, j'ai peut-être déjà dit, enfin peu importe. Je vais la retrouver, vous inquiétez pas. Donc biodiversité, voilà, biodiversité également, donc pour tout ce qui est service d'adaptation fondé sur la nature. Et donc ce plan guide donc, qui a été validé donc, en 2021 et qui n'a aucune vocation réglementaire, la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, donc sur lequel se situent les pieds de coteaux, s'est saisie du plan guide et l'a inscrit dans ce qu'on appelle un COTRI. Donc un COTRI. Voilà, un contrat d'objectif territorial pour la 3e révolution industrielle. Et le contrat qui a été passé, donc il y a tout un tas de choses sur la rénovation énergétique et d'autres choses. Mais un des points principaux, c'est que chacune des 26 communes des coteaux et des pieds de coteaux mène au moins une action d'adaptation au changement climatique, vraiment pour initier donc, cette démarche. Donc là, on est en train de faire... D'initier la démarche. Il s'agit de se mettre un peu le pied à l'étrier. On passe la première, mais ensuite, il faudra peut-être... Il y a les acteurs du territoire qui sont prononcés. Maintenant, c'est aux élus, justement, de faire en sorte que ça devienne du concret. Donc, on a commencé, entre guillemets, petit, mais il fallait commencer par cette voie-là, puisque voilà, il faut sensibiliser l'ensemble de ces communes-là. Il n'y a pas forcément de réfractaires, mais il faut quand même les persuader d'agir, et qu'il faut agir maintenant et pas demain. Donc, tout ça, c'est en cours. Magnifique. Monsieur Bellini, qu'est-ce que ça vous inspire cet exemple? Voilà, il y a un sujet concret, des problèmes qu'on voit réels, qui sont aigus, importants, même s'ils sont saisonniers. Et puis, voilà, il y a des solutions, on a besoin d'ingénierie. Oui, oui. Ah, tout à fait, là, on le voit vraiment. Je pense que c'est très illustratif. Je me suis noté 2 points de choses qu'on retrouve dans toutes les démarches d'adaptation. Et là, je suis toujours sur mon pignon comprendre. Le premier point, c'est, vous avez dit, voilà, on en sait sur le changement climatique assez pour avancer, pour travailler ensemble. Donc le fait de dire on en sait assez, on ne va pas attendre raffiner les données, etc. On a un niveau de détail, ça c'est une carte qui date d'il y a 10 ans peut-être, on a un niveau de données qui est suffisant pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On a posé le problème, maintenant on est au courant, il faut qu'on travaille tous ensemble. Donc c'est se projeter dans les prochaines années. Et puis vous l'avez dit, réapprendre, partager une culture commune du changement climatique. Ça, cette dimension-là, c'est vraiment le terreau, c'est vraiment la base, avec un dialogue, on réunit toutes les parties prenantes. Donc ça, c'est quelque chose qui est commune à toutes les démarches d'adaptation qu'on voit partout sur le territoire. Et puis le deuxième point, alors je l'ai peut-être traduit comme ça, on a les impacts sur les biens. C'est vraiment les impacts climatiques qui affectent les bâtiments, qui affectent les infrastructures. Ça, je dirais, c'est presque évident. Mais il y a aussi les impacts sur les liens. C'est-à-dire, vous avez cité, on est à 15 km de Dunkerque de la mer, donc ça, on est en aval du territoire. On a quand même un lien avec la mer, même si c'est en aval, et hors de la collectivité. Pareil, on a des liens sur ce qui entre, ce qui sort du territoire, des liens de solidarité entre les habitants, entre les parties prenantes, un lien avec la mer, avec la nature, qui est en train de se re-questionner. Donc on a le changement climatique qui re-questionne non seulement les biens, mais les liens. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est quelque chose aussi à remettre dans le débat et à rediscuter avec les parties prenantes de l'adaptation. Les biens et les liens. Bon, parfait. Julien Megdou, on continue avec vous. Donc, conseiller du coordinateur national des contrats de relance et de transition écologique, donc les CRTE, vous travaillez à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Continuons là sur ces CRTE, on a compris ce que c'était. Il y avait besoin de CRTE, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que en fait, ça a été la fusion de plusieurs contrats en un seul, il fallait donner un peu de lisibilité, comme on dit. Oui, absolument. Donc, l'État et les collectivités aussi ont une tradition déjà un peu ancienne de contractualisation territoriale sur différents enjeux. Et à force d'empiler aussi toute une série de contrats, on perdait un peu en lisibilité. Là, on a quand même des enjeux extrêmement clairs devant nous. Je pense que tout ce qui vient d'être dit le montre de façon extrêmement concrète. Le CRTE, l'ambition, c'est de rapprocher les différents contrats même qui ont été cités
dans un cadre commun pour un peu essayer, sur la base d'un projet de territoire où des enjeux sont bien identifiés, d'essayer de fédérer les forces, d'aller ensemble plus vite, plus loin, pour un peu contrer ces différents enjeux auxquels nous faisons face, quoi. Ok, parfait. Et donc tout cela, donc remettre un peu de cohérence, tout cela en lien avec les territoires, bien sûr, avec leurs besoins. Et en général, ce sont des projets qui viennent de la part des territoires. Vous me disiez, voilà, dès 1972, on disait pensée globale, agir local. Alors on y est à fond. Ah là, oui, en effet, on y est. Hein. Mais vraiment, Nicolas Borez, Monsieur Borez, à votre côté, qui opine du chef. C'est ça, en fait, on y arrivera collectivement avec chaque territoire qui, à son niveau, peut déjà agir, avoir des résultats extrêmement concrets. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est limpide. Hein. Ah oui. On voit très concrètement les impacts que ça peut avoir directement et de façon aussi transversale. C'est qu'en effet, on n'est pas que sur un sujet d'aménagement ou d'agriculture. On voit bien qu'on a aussi l'industrie, on a de l'urbanisme. Vraiment, c'est l'ensemble des enjeux qu'on essaye d'appréhender dans un cadre commun. Donc vraiment, on doit faire face, on doit mobiliser plus large et essayer de fédérer l'énergie des acteurs en différents types d'aides. Vraiment, on se rassemble pour tirer vraiment dans le même sens, quoi. Vous m'avez dit que c'est la première fois qu'on aura un dispositif aussi fin qui couvre tout le territoire. En tout cas, oui, on avait déjà des contractualisations qui étaient sur différentes mailles, mais là, avoir sur une maille assez fine, bassin de vie, je pense que c'est une des premières fois, en tout cas, moi, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille sur la contractualisation, qu'on a vraiment un degré aussi fin et qui a vocation à rassembler le plus d'acteurs possible. Alors que ce n'est pas un tête-à-tête État avec la collectivité, mais c'est aussi avec d'autres entités territoriales comme les régions, les départements, qui sont aussi partenaires, faire venir des opérateurs. On a le CEREMA, l'ADEME, la Banque des Territoires aussi, par exemple, et après également aussi faire venir des entreprises. Donc c'est aussi un peu une innovation. On essaie de faire venir un peu le secteur privé aussi dans ces CRTE qui ont évidemment un rôle très fort à jouer en matière de transition écologique. La société civile, les associations, on travaille également beaucoup avec des associations environnementales notamment qui ont aussi des forces à mettre dans la bataille, quoi. La question maintenant, alors ces CRTE, ils ont été signés, notamment c'était une condition pour recevoir certains financements de l'État. Donc on comprend aussi... Non, je me trompe ? Non, ça pas, jamais. Non, ça c'est pas du tout une condition. Au contraire, on rassemble différents contrats qui existent déjà. Oui. On a eu des crédits importants qui ont été mis dans le cadre de la relance. Donc nous, le fameux R de relance, on a eu les 100 milliards en plus. C'était un peu pour organiser et favoriser la déclinaison extrêmement fine du plan de relance sur chaque territoire. Mais ça ne conditionne pas du tout les aides de l'État, hein. C'est plutôt une façon de travailler en commun, de rassembler les forces, mais on ne conditionne pas du tout les financements à ça. Non, pas du tout. Alors, pardon. Alors maintenant, la grande question, c'est comment on les fait vivre, ces CRTE, c'est ça ? Ils ont été signés, il y a des projets, il y a des envies, on voit qu'il y a une envie politique d'agir. Maintenant, comment on leur donne corps et comment on les fait grandir et on les met en œuvre ? Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'on repart de l'existant toujours. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Les territoires ont déjà beaucoup travaillé. Il y a eu des projets de territoire, il y a des planifications type SCOT ou PLU, PLH, des projets alimentaires territoriaux. Il y a énormément de dynamiques qui sont déjà sur les territoires. Comment on repart de tout ce qui existe pour les remettre un peu en musique, hein. On reprend toutes les partitions qui existent pour refaire un peu une belle chanson tous ensemble. Donc on repartait de ça. Ça tombait aussi à un moment où, en 2020, donc les élections municipales, les nouveaux mandats sont là. Donc on est aussi sur un pas de temps qui était intéressant. Et donc comment on se sert, on va dire, de la relance qui est là dans un contexte post-Covid, hein, comment on remobilise avec les moyens de la relance pour s'inscrire dans une trajectoire plus longue, qui est le mandat municipal au moins jusqu'en 2026, qui est la date de la première génération de CRTE, et plus globalement une vision du territoire à long terme, quoi. Donc c'est une première étape, et on sait qu'on doit aller ensemble par petits pas jusqu'à 2050, mais au moins qu'on sache exactement comment on va, quoi. L'idée, c'est d'avoir une action sur de s'adapter au changement climatique, à la crise énergétique, etc. Est-ce que, à votre avis, on peut aussi y voir une sorte d'objectif démocratique ? C'est-à-dire, on voit bien aussi qu'on est dans un pays où il y a des tensions qui montent entre diverses communautés, même là où on ne l'attend pas forcément. Il y a un fractionnement, et puis on voit des taux d'abstention importants. Donc, est-ce que derrière, l'idée, c'est aussi, on a des choses à faire sur le terrain, entendons-nous, parce qu'on n'arrivera à rien si on ne se comprend pas. Non, mais absolument. Ce qu'on disait avant sur agir local, je pense que plus on agit à l'échelle d'un bassin de vie, on voit concrètement, pour chacun, ça impacte sa vie de façon extrêmement concrète et au quotidien. Donc en effet, c'est comment on peut rapprocher
la décision et la possibilité d'action ou de contribution, de bonne information en tout cas, pour rapprocher au plus près du citoyen, au plus près des enjeux. Donc c'est pour ça que l'échelle fine, hein, comme on disait au début, c'est vraiment un territoire de bassin de vie. Ça permet aussi de rapprocher la décision et l'action au plus près du territoire. Alors n'hésitez pas à nous poser des questions, hein, vous qui nous regardez, voilà, on est là pour y répondre. Donc si vous avez envie, on va garder un petit peu de temps pour ça. Donc surtout profitez-en. Je vous propose qu'on discute avec Monsieur Carbas. Alors on a quelques contributeurs qui sont là présents avec nous et qui ont préparé 5 minutes d'intervention. Monsieur Carbas, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Carbas, bonjour. Allô? Ah, ben votre micro est coupé, alors on ne vous entendra pas. Ah, on n'a plus Monsieur Carbas. On reviendra à Monsieur Carbas. Alors, on avait prévu, après Monsieur Carbas, voilà. Ah bah oui, vous avez coupé votre micro, alors on voyait que vous avez coupé votre micro, mais on vous entend. Alors, je crois que vous avez prévu d'intervenir 5 minutes, donc laissez-moi vous présenter tout de même. Vous êtes le coordinateur du Carrefour des métiers du développement territorial à l'UNADEL. L'UNADEL, c'est un réseau national qui associe des élus, des militants associatifs, des professionnels de l'ingénierie territoriale. Comment est-ce que vous aidez justement ces élus, ces techniciens à se saisir des enjeux climatiques, biodiversité, pollution, etc. Je ne sais pas si on a la possibilité de partager le support que j'ai présenté, mais en tout cas, ça va venir. Là, il y a un petit peu d'écho. Donc, la manière d'aborder pour nous les transitions territoriales, on a essayé de travailler sur cette notion. Et cette idée de travailler sur les changements de mode de vie. Je ne sais pas si vous m'entendez, je n'ai pas de retour. On vous entend extraordinairement bien. Très bien, merci. Et donc, le constat fait par cet ensemble d'acteurs, hein, on a beaucoup auditionné des élus, des chercheurs, des développeurs territoriaux. Et ce qu'on en retire, c'est que pour engager des changements de mode de vie, il faut aller vers des formes d'implication, de responsabilisation, de co-responsabilité différentes. Et donc, du coup, ça ouvre tous les enjeux de co-construction de l'action publique qui ont commencé à être évoqués par les intervenants précédents. Et notamment, pour nous, les enjeux actuels pour l'ingénierie territoriale, c'est vraiment de désectoriser les enjeux de transition écologique, c'est-à-dire de passer une période où ils étaient essentiellement portés et mis en avant par des spécialistes de l'écologie. Maintenant, il y a vraiment un enjeu à ce que de manière transversale, des développeurs économiques, des personnes qui travaillent sur le tourisme, l'agriculture, voire l'éducation, etc., s'approprient ces enjeux d'écologie et voir comment ils peuvent y contribuer. Et donc, ça pose tout l'enjeu de la co-construction et de la coopération, là, qui a été évoqué à plusieurs reprises. Ça pose aussi un autre enjeu d'aborder les transitions de manière systémique. Ça a aussi été dit. Oui, je vous écoute. Ah non, on vous écoute, nous. C'est nous qui vous écoutons. Donc, je disais simplement, là, encore 1 ou 2 points, cet enjeu d'une approche systémique. Ça a bien été dit aussi. On voit que les questions de changement climatique ont des impacts sur la manière d'habiter, la place de la nature, la question de l'habitat, la question des déplacements, bien évidemment, la question de la production agricole. Et du coup, il faut non seulement que ces différents acteurs prennent conscience des enjeux, mais aussi collaborent les uns les autres pour voir quels sont les impacts des pratiques des uns des autres. C'est cette idée d'approche systémique. Donc, nous, on a recensé et compilé des outils, des méthodologies, justement, pour que les acteurs puissent appréhender cette dimension systémique et puis
travailler à mieux coopérer ensemble. Et à travers la coopération, il y avait vraiment l'idée de mieux s'approprier les enjeux et de voir comment chacun peut y contribuer. Donc je le dis de manière un peu générique, mais les travaux que l'on mène s'appuient sur des études et des visites qu'on fait sur des terrains. Voilà, on est financé par la NCT et le ministère des Transitions. Puis voilà, on a pu aller sur une trentaine de territoires, voir concrètement comment ces enjeux de renouvellement de l'ingénierie territoriale sont en train de petit à petit d'émerger. Et à partir de ces ressources, on essaie de mettre en place des dispositifs d'accompagnement et de formation des professionnels. OK. Merci infiniment, M. Carbas, d'avoir été avec nous et de cette contribution. Je vous propose qu'on discute maintenant avec un autre contributeur à nos débats, c'est Gilles Roquelin. Vous êtes le directeur général de BRL Ingénierie et je crois que vous êtes aussi au conseil d'administration de Syntec. Syntec, la fédération Syntec qui représente plus de 3000 groupes et sociétés françaises qui sont spécialisées dans les professions du numérique, de l'ingénierie, etc. Eh bien, écoutez, on vous écoute, Monsieur Roquelin. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, j'interviens ici au titre de membre de ce conseil d'administration et de président du bureau environnement biodiversité de Syntec Ingénierie. Donc, en deux mots, effectivement, je crois que notre syndicat en fait a pour vocation de fédérer les acteurs de l'ingénierie qui interviennent dans le domaine de la construction, du bâtiment et de l'aménagement du territoire. Donc à ce titre-là, effectivement, on s'est rapproché, on a pris des contacts avec notamment pas mal des acteurs qui sont ici autour de la table, de manière à voir de quelle manière faire en sorte de fédérer et d'associer nos actions en faveur, on va dire, des enjeux qui sont face à nous, de manière à y apporter les solutions que chacun peut avoir dans son escarcelle, ou en construire de nouvelles. Donc nous avons organisé de manière à faire en sorte de définir ou de valoriser, on va dire, la manière dont ces bureaux d'études et d'ingénierie peuvent travailler autour d'une commission transversale du développement durable qui fait en sorte d'engager les adhérents autour de ces grands enjeux, de leur donner aussi des éléments de méthode lorsque c'est nécessaire et puis surtout de les engager dans les grandes transitions ainsi que ça vient d'être dit. On a notamment émis un certain nombre de documents comme des propositions d'acteurs, des cahiers d'acteurs, une charte d'ingénierie pour le climat aussi, à laquelle un certain nombre de nos entreprises, plus de 70, ont adhéré, et qui a pour objectif à la fois de faire en sorte, au travers de la manière dont nous réalisons nos prestations, comme des projets que nous réalisons, d'évaluer l'empreinte carbone ou les différents éléments en fait, associés à cette empreinte carbone ou à l'incidence donc sur le climat qu'elles peuvent avoir. Donc l'idée est bien de faire en sorte aussi d'engager nos collaborateurs et au travers notamment on va dire des demandes qu'ils nous font, puisqu'ils sont souvent et bien souvent, notamment pour les plus jeunes d'entre eux, même si nous y sommes déjà très sensibles, de nature à nous pousser, à nous engager encore plus dans ces actions-là. Et c'est à ce titre que nous avons aussi d'ailleurs réalisé récemment une étude de l'OPIEC que je vous engage à lire également, qui concerne notamment les besoins en ressources humaines à l'avenir, notamment autour de ces enjeux du changement climatique et de la biodiversité. Donc ceci pour la partie, on va dire, un peu on ne va pas tarder à s'arrêter. Vous avez une dernière idée que vous vouliez partager avec nous, Monsieur Roquelin? Oui, en fait, je souhaitais juste, effectivement, d'un point de vue technique, ce que nous pouvons amener, effectivement, c'est cette vision globale qui était évoquée tout à l'heure. Également la possibilité, donc, pour moi, de travailler sur la prise de conscience des enjeux, comme ça a été dit, tout ce qui concerne aussi les ordres de grandeur des phénomènes. Nous sommes en mesure, au sein de nos bureaux, en fait, d'aider, et nous avons déjà, évidemment, largement travaillé avec un certain nombre de collectivités qui sont ici représentées, à la fois à la modélisation des phénomènes et surtout à faire le passage entre l'échelle nationale ou l'échelle, on va dire, internationale, si je puis le dire, pour ce qui concerne des phénomènes météorologiques, et ce qu'on appelle la descente d'échelle, de manière à faire en sorte à partir d'informations ou de directives qui peuvent être soit nationales, soit globales, voir de quelle manière
s'adapte au territoire en faisant en sorte de bien faire comprendre les enjeux et d'ajuster les propositions et les solutions aux enjeux de ces territoires-là. Voilà, donc c'est notamment. Merci beaucoup, Monsieur Roclin. Merci beaucoup pour votre intervention. Je crois qu'on a effectivement compris le message. Vous êtes voilà, exactement sur notre sujet. Alors, on va poursuivre avec Sophie Badoil, qui est à distance. Bonjour Sophie Badoil, vous êtes chargée de mission énergie-climat dans un PNR, un parc naturel régional, le parc du Pilat. Et vous avez été une des premières chargées de mission énergie-climat dans un parc, c'était il y a 23 ans. Alors d'un mot, hein, le parc naturel régional du Pilat, c'est dans la région Rhône-Alpes, vous êtes sur les contreforts du Massif central, c'est la Loire, c'est le Rhône, 47 communes et un territoire de 700 km². Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que vous êtes entré dans une démarche qu'on appelle la démarche TACT, trajectoire d'adaptation au changement climatique des territoires. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot, nous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes entré dans une démarche pareille et en quoi elle consiste? Alors, bonjour à tous. Oui, comme ça vient un peu d'être évoqué, notamment par monsieur Philippe Carbas, l'adaptation, ça nécessite un regard un peu transversal et une approche systémique. Et on a l'habitude de travailler par thème, l'agriculture, l'économie, chacun dans son coin. Et pour aborder tout ça, on s'est rendu compte que ça allait être assez complexe et demander un petit peu une nouvelle vision. Donc en interne, on s'est questionné et on a essayé de développer le mode projet pour que ça soit du coup plus partagé dans les services au niveau ingénierie. Et après, au niveau méthodologie, c'est très vaste. Et on s'est senti un peu perdu et démuni, et on s'est dit il faudrait une méthodologie. Et qu'est-ce qui pourrait nous accompagner, aider à étoffer un peu notre réflexion? Donc, on a imaginé, on a essayé un petit peu de faire du benchmark sur différents travaux qui ont été faits par d'autres PNR avec des chercheurs. C'était des choses assez intéressantes et très fines, mais difficilement reproductibles et à suivre dans le long terme. Donc là, vous êtes partagé à l'écran un petit peu les bases de cette méthodologie où justement on part un petit peu de constats. C'est un guide méthodo qui nous acculture, comme on disait, à de la terminologie sur l'adaptation, parce que c'est un peu les termes du risque, mais un peu différemment. Vulnérabilité, sensibilité, exposition, aléa. Donc c'est toutes des choses qu'il faut qu'on apprenne et qu'on partage avec nos élus et nos acteurs locaux. Et donc ça, on étudie le passé et on étudie le futur pour en arriver au diagnostic que disait aussi Dunkerque, où maintenant on sait. Alors voilà, ça, on est vraiment sur la première partie, diagnostic. Donc voilà. La question, c'est essayer d'identifier quelles sont les vulnérabilités sur ce PNR pour savoir où porter son attention, où porter d'éventuelles actions futures pour être vraiment efficace et pas travailler tous azimuts, hein, mais vraiment identifier les endroits où vraiment vous avez besoin d'agir. C'est ça l'idée. Hein. C'était un peu ça, parce qu'on voit bien qu'il faut agir partout, mais on ne peut pas. C'est ça. Dans l'idéal, c'était l'idée de prioriser. Et donc, cet outil nous a permis un petit peu de rentrer un certain nombre de choses de manière assez systématique pour après, ça nous a sorti des choses qu'on pressentait un peu quand on est expert d'un territoire, mais quand c'est dit avec des critères scientifiques, c'est plus facilement partageable, notamment aux acteurs territoriaux et à nos élus. Alors là, on est dans la partie diagnostic, hein, et ensuite, il s'agit de définir une stratégie, un plan d'action, etc. Donc, si on reste juste sur ce diagnostic de vulnérabilité, qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour déterminer, pour créer pour identifier ces vulnérabilités? Du coup, on s'est appuyé, on a la chance, nous, au niveau régional, d'avoir un observatoire régional climat, air, énergie, qui était très basé sur les gaz à effet de serre et qu'on a accompagné également avec nos travaux depuis 2010 sur la critérisation du changement climatique avec des entrées et avec des données météo France qui sont maintenant accessibles au niveau régional. Parce que nous, on a essayé de faire une première étude en 2012 où on a acheté ces données prospectives et passées à Météo France, et maintenant on a des simulations où on voit par exemple la température, on a déjà pris 1,5 degré à l'échelle de notre territoire par rapport à 1960, donc on les voit et on a une courbe sur 30 ans de température moyenne
Et on s'aperçoit que depuis 85, il y a une rupture et on est systématiquement au-dessus. Donc ça, on se dit, on a passé quelque chose et on ne reviendra pas en arrière. Et ça va s'accentuer. Donc tout le challenge, c'est à quelle vitesse et tout ça. Et donc la stratégie d'adaptation, c'est aussi la phase dans laquelle on essaye de se lancer après ce diagnostic. Il faut que le diagnostic, restons juste sur le diagnostic. Il faut qu'il soit très fin, justement, sur qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, et avec un gros changement, parce que ce n'est pas les mêmes actions. Alors, restons juste sur ce diagnostic. Si j'ai bien compris, il y a un guide méthodologique qui vous est transmis. Je crois qu'il y a un logiciel aussi pour faire son propre travail à l'échelle de son territoire. Mais vous avez besoin de renseigner ce logiciel. Renseigner, je crois qu'il y a une feuille Excel aussi qu'il faut remplir avec des experts, mais des experts tous azimuts. Et c'est là où j'ai l'impression que c'est un petit peu challenging, si vous passez l'expression. C'est un peu exigeant, quoi, parce qu'il faut réunir beaucoup d'experts, les faire venir, obtenir leurs réponses, des réponses extrêmement fines, extrêmement bien renseignées, précises. Donc il y a tout ce travail de renseignement, si je puis dire. Tout à fait, oui. L'idée, c'était aussi de personnaliser le diagnostic pour le rendre un peu plus crédible. Comme on en parle à l'échelle mondiale, des pôles, tout ça, et pour aussi engager nos élus, les acteurs locaux, c'était aussi leur montrer qu'il se passait des choses sur le territoire et donc de recueillir toute cette expertise. Donc nous, on a fait ce remplissage de tableur qui est assez lourd, donc c'est aussi en termes d'ingénierie à ne pas négliger, mais qui est très intéressant. Et on l'a fait en interne avec les experts de chaque pôle. Et finalement, avec le Covid, c'était pas mal parce qu'on se partageait le tableur en visio et on a gagné du temps de ce côté-là avec ce qu'on avait perdu en amont. Mais on a essayé de rattraper ensuite quand même le partage, comme on disait, la co-construction avec des ateliers en présentiel. Ah oui, alors ça c'était très important, c'est que alors il y avait les gens de chaque pôle, du PNR, etc., donc des gens qui sont déjà de la partie, mais vous vouliez avoir une concertation, récupérer des données de façon plus large également, et là vous avez carrément créé des ateliers d'une demi-journée avec différents acteurs pour essayer d'embarquer plus de monde, c'est ça? Ça a bien marché? C'était oui, en fait, c'est l'idée, parce que l'adaptation, comme ça a été évoqué, c'est nouveau. Et pour embarquer les gens, rien de mieux que de les associer et de les faire travailler et mûrir en même temps que nous, leur partager le diagnostic, leur faire bien valider nos conclusions, leur dire, nous, nos points de vulnérabilité, on a identifié que c'était comme massif de moyenne montagne, l'agriculture, la forêt, la ressource en eau qu'au niveau du PNR, on ne traitait pas forcément. Et puis, alors, nous, c'est pas l'urbanisme, on appelait ça bien vivre le territoire. Et donc, il y a tout ce qui est la manière d'habiter, la manière de travailler, la manière d'accueillir le tourisme aussi, puisque nous, on a du tourisme à la journée. On peut être potentiellement un îlot de fraîcheur aux portes des villes. 4 fragilités, agriculture, forêt, eau et ce que vous appelez le bien-vivre en général. Voilà. On va voir, puisque vous avez mené ce travail, voyons la diapositive suivante. C'est une sorte de toile d'araignée là sur les aléas induits. Donc on voit au centre ce qui est en gris, c'est l'exposition observée. Donc on voit par exemple que la température de l'air, on est assez haut. Sur la droite, il y a la température des cours d'eau et des lacs, c'est assez haut également. Et puis en bleu, donc c'est encore plus important, c'est l'exposition future. Donc jusqu'à quel point on va être touché par différents sujets. Donc on voit que si on part de en haut et qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une marche, des aiguilles d'une montre, on a la température de l'air, évolution des éléments pathogènes, les vagues de chaleur, donc ce qui est en rouge, le cycle des gelées, les températures des cours d'eau, et puis tout en bas, les précipitations neigeuses, sécheresse, et surtout la variation du débit des cours d'eau. Donc on voit que là, on arrive à identifier des zones de faiblesse. Et ça, donc, je voulais le partager parce que c'est un rendu de l'outil, justement, TACT, trajectoire adaptation changement climatique, où on renseigne à dire d'experts et après on se dit là ça va impacter un peu plus et du coup ça nous sort une synthèse. Donc c'est intéressant aussi à rassembler tout ça sur une diapo. Alors justement, synthèse, voyons la diapositive suivante. Alors c'est très fouillis, enfin c'est pas très fouillis, c'est très détaillé. Alors quand même. Exactement. Donc c'est impossible à lire évidemment. Pas lire les détails. Mais ça montre quand même tous les items qui ont été renseignés dans différents onglets. C'est des macros, en fait, ce logiciel. Et au bout d'un moment, ça se transforme magiquement entre un degré de sensibilité du territoire et un degré d'exposition aux aléas. Et si votre territoire pas mal de maraîchage ou de culture irriguée, forcément,
on va avoir un problème. Et donc, ça nous permet un petit peu de serrer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut tout traiter, mais là, on se dit qu'on va focuser sur ce qui est dans le rouge et l'orange foncé, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez entouré Voilà. avec des petits points bleus C'est pas très la petit, partie. c'était Et moi, j'ai fait un zoom. Alors, regardez ce que petit. c'est. Regardez la diapositive suivante. Vous voyez, j'ai fait un zoom. Et on voit, par exemple, en haut, il y a écrit ressources alimentation en eau, évaporation plus importante des réserves d'eau, ressources alimentation eau, opportunités SIN, innovation, forêt. Enfin, voilà. Donc là, on a vraiment un diagnostic et on voit très bien où est-ce qu'il faut porter son attention, là. Voilà, ça nous a conforté un petit peu dans les pistes à approfondir. Et donc, comme on parlait des ateliers tout à l'heure, on a plutôt centré nos invités pour nos ateliers sur ces thématiques, agriculture, forêt, tourisme et urbanisme, agence d'urbanisme et SCOT. Et agence de l'eau également. Bon, et donc, on très avait bien. 300 invités, mais au total, là, vous me demandiez, on a quand même eu un pool de 50 à 60 personnes à chaque fois. On a refait un visio au milieu, mais on a eu du présentiel, donc ça intéresse et ça interroge quand même pas mal tous nos partenaires, aussi bien des agriculteurs, des associations que plus institutionnels, comme les services des EPCI ou agences de l'eau, et qu'est-ce qu'on avait, les services, les syndicats de rivière, des choses comme ça. Plein de monde. Alors ça, c'est acte 1. Donc, Oui. il s'agit de faire son diagnostic de vulnérabilité. Puis maintenant, il faut construire sa stratégie, un plan d'action et évaluer les actions qu'on mène sur le terrain. Tout à fait. Et D'accord, donc, c'est là-dedans que vous êtes on a invité maintenant. les mêmes, une fois qu'ils avaient bien compris le diagnostic, pour voir un petit peu, justement, comme on disait tout à l'heure, il y en a qui font déjà des choses. Les agriculteurs, ils ont bien vu que depuis 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas de récolte de foin si bien qu'avant, qu'il faut peut-être penser à faire à aller chercher un peu plus de ressources en eau, à protéger leur bétail de la chaleur. Enfin, donc, c'est des choses qui commencent un peu à émerger. Les forestiers s'inquiètent beaucoup. Quand il y a 10 ans, quand on avait lancé l'idée, ils n'étaient pas plus affolés que ça. Ils disaient oui, changement climatique, nous, moyenne montagne, on n'était pas trop impactés. Et puis là, ils sont très très inquiets et ils sont preneurs. Et donc, on va lancer, là, on est en train de poser un petit peu un certain nombre d'actions. Donc, on en a plus de 135, je crois, qui sont ressortis des ateliers. 135. Voilà, et encore sur petit. Voilà. Ah, Et alors, vous enfoncez M. Tchelkovsky et ses 20 propositions, là. Voilà. Oui, mais à mon avis, on doit pouvoir synthétiser ça. Donc, on en est là, Bon. à faire des enjeux. D'accord, d'accord. Mais justement, là, on a fait du bottom-up et l'idée de l'outil TACT, c'est aussi d'essayer de nous redonner un peu de lisibilité pour des stratégies politiques, justement par bouquet d'actions. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on va faire, un petit peu discuter avec nos élus mercredi prochain. Là. On est en plein là-dedans. Bon, formidable. Alors, on arrive en plein milieu, on est en plein d'actu, là, il se passe des choses. Hein. Voilà. Chez vous, bah, écoutez, formidable, tant mieux, tant mieux. Alors, on a merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a des questions qui nous viennent de vous, qui nous regardez, donc n'hésitez pas à continuer à en poser. On a Ketsia, par exemple, qui vous dit « Je voudrais savoir quelle place est réservée à la problématique entrepreneuriale dans l'ingénierie territoriale. Quelle place pour la problématique entrepreneuriale ?» Monsieur Bellini. Alors, comment vous comprenez la question déjà? Comment, alors je la comprends. Comment associer les entreprises? Oui, comment on peut travailler sur le développement économique du territoire, comment le territoire travaille sur ces dimensions de développement économique et sur le fait que les activités économiques doivent aussi se projeter dans le futur. Donc, que deviendra le tourisme en 2030-2040, que deviendra l'agriculture ou d'autres activités qui se passent sur le territoire et qui sont fortement territorialisées. Donc, je le comprends comme ça. Alors, je vais peut-être faire un petit détour pour y arriver, mais je pense que là, on a touché du doigt plusieurs niveaux d'ingénierie. Il y a une ingénierie très généraliste pour désectorialiser. C'était M. Carbas qui avait vraiment insisté sur le côté désiloter, désectorialiser, avoir une approche systémique. Et ça, c'est de l'ingénierie, je dirais, un peu généraliste qui permet de faire ça. Et puis après, on va chercher de l'ingénierie plus thématisée. Quand on va parler d'eau, quand on va parler d'infrastructure, là, on a vraiment besoin d'ingénierie qui est plus spécialisée. Et donc, l'ingénierie, quand on parle de besoin d'ingénierie, on voit que c'est vraiment un besoin multiple et un besoin fort parce que c'est des problèmes qui sont quand même très compliqués.
Alors j'en profite pour, vous avez mentionné TACT, les collectivités qui souhaitent s'engager dans TACT ou regarder quelle tête ça, Oui. c'est disponible sur le site de l'ADEME, c'est tact.adem.fr. Donc vous voyez, il y a un portail qui permet d'avoir accès à ces types de graphiques, à entrer dans la démarche. Ouais. Aujourd'hui, c'est à peu près 200 collectivités qui sont engagées. J'y suis allé, enfin, voilà, ça donne envie, hein, vraiment. C'est un portail web, voilà, on utilise les technologies web pour pouvoir faire le diagnostic et puis après avoir les graphismes qui rendent compte du diagnostic et puis petit à petit enclencher et accrocher les actions pour pouvoir travailler sur l'adaptation. Ça a l'air assez exigeant, hein, quand on écoute Madame Badoil, c'est du travail. Elle dit voilà, il faut le remplir si on le fait sérieusement. Oui. Alors les données climatiques sont pré-mâchées, donc on se dit voilà, de toute façon ça c'est une donnée. L'ADEME a bien fait son boulot. C'est Météo France qui a bien fait son boulot. Météo France, d'accord. Et donc ils nous ont donné les données climatiques. Ça on les récupère, voilà, on n'a pas à s'en occuper. C'est là, vous rentrez le code postal et vous avez vos données climatiques qui vous concernent. Et avec ça vous pouvez déjà travailler. Alors, il y a des questions sur TACT. On vous dit quelle est la plus petite échelle pour le diagnostic TACT? L'échelle, c'est un outil multi-échelle, donc ce sera votre échelle. Vous avez les données climatiques qui vous concernent. Vous pouvez dire, moi je suis une petite commune, ou je suis un EPCI, et je vais déjà m'intéresser à ce qui se passe sur mon territoire. Mais plus on est petit, plus on a de liens avec l'extérieur, des habitants qui travaillent ailleurs, des approvisionnements de l'énergie, etc. Donc il faudra bien penser à prendre en compte l'ensemble de ces liens, de ces entrées-sorties vers le territoire, quand on fera notre diagnostic et l'identification des points durs, vraiment des vulnérabilités. Marion, on vous demande, est-ce qu'on peut descendre à la parcelle? La parcelle, c'est un peu petit. Là, j'imagine peut-être que c'est une personne qui va parler d'agriculture. Et donc là, on est vraiment aussi sur le développement économique. C'est-à-dire, vous êtes une collectivité, vous voulez travailler sur le secteur agricole avec vos agriculteurs, mais vous allez les embarquer plutôt sur les agriculteurs. Ils vont vendre des choses à dans une filière, ils vont acheter des choses dans la filière. Donc peut-être que l'échelle qui permet de traiter toutes ces entrées-sorties et puis les modèles d'affaires qui vont évoluer, cette échelle-là, c'est peut-être la filière. Donc nous, on va plutôt avoir tendance à amener les agriculteurs, les coopératives, etc., à une réflexion sur la filière, dans une région, voilà, dans le territoire qui va bien. Madame Badoil, vous êtes toujours avec nous. J'ai une question pour vous de quelqu'un qui travaille en Sologne et qui vous demande: le projet de territoire du PNR du Pilat, ainsi défini, fait-il l'objet d'un CRTE, donc contrat de relance et de transition écologique, ou de plusieurs, entre parenthèses, cohérence des échelles, biorégion, point d'interrogation, etc. Oui, mais c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, on a plusieurs CRTE portés par des communautés de communes infra, parce qu'on a une 50aine de communes en gros, et on a deux communautés de communes d'une quinzaine de communes indépendantes qui ont chacune un CRTE, et 2 bouts d'agglomération qui arrivent sur notre territoire et qui, elles, aussi ont indépendamment chacune un CRTE. Donc l'idée, mais ça fait un certain temps qu'on travaille ensemble sur ces thématiques-là, c'était d'un peu piocher dans chacun des ressources locales. Après, on a un petit décalage spatio-temporel où le CRTE a été signé, qu'on commençait notre diagnostic, mais enfin on partait pas de rien non plus. Mais voilà, il y a aussi l'opportunité des moments de signature de différentes choses qui fait qu'on n'était pas forcément prêt à se dire ça serait bien qu'on ait un deuxième CRTE pour après enclencher des actions, parce que là on sent qu'il y a des choses, mais on sent qu'il va un petit peu manquer de fonds pour les mettre en œuvre, hein, parce que effectivement, donc ça serait pas mal. Voilà. Et la cohérence, c'est une question que j'ai posée justement, parce qu'on a le SCOT qui est au-dessus, le PNR, c'est une collectivité sans en être une, puisqu'on est plutôt un syndicat mixte de mission et pas de compétences. Donc on travaille forcément avec les autres, mais on apporte de l'ingénierie et une capacité de prospection, de prospective et de ressources complémentaires avec des appels à projets auxquels on peut répondre, une vision plus transversale qui est plus dans notre culture. Donc c'est vrai que c'est effectivement le point délicat, et c'est aussi, on en a un petit peu discuté, que finalement la façon de rassembler tout le monde lors de la construction, c'est une façon aussi de dire que chacun pense, quand il fait son action ou son dossier, ah ben oui, j'ai l'adaptation aussi à rajouter.
Parce qu'on on était plusieurs à avoir cette question de choses qui s'imbriquent et qui ont toutes un objectif différent, mais complémentaire par rapport à l'adaptation. Alors, Monsieur Megdoun, alors on a là des choses qui s'imbriquent. Voilà, c'est l'expression de Mme Badoil. C'est vrai que quand on entend, on a le SCOT ici, le DSCRTE par là. Là, j'ai un bout de ville qui est dans mon PNR, la ville est elle-même entièrement CRTE. Enfin, ça devient compliqué ou on y arrive? Déjà, si je retiens que ça s'imbrique, c'est que ça marche déjà. Voilà. On a un brique, il faut que le mur tienne bien debout, c'est l'essentiel. Non, mais je pense que vous avez dit plusieurs choses intéressantes et c'est des choses aussi qu'on pousse dans le cadre du CRTE. C'est vraiment cette coopération interterritoriale. Vraiment, typiquement, un parc naturel régional, c'est une instance aussi de coopération interterritoriale où des collectivités d'échelles différentes s'organisent à une autre échelle. Et typiquement, sur les enjeux climatiques, c'est vrai que ça peut être intéressant de travailler à des échelles plus larges qu'une simple communauté de communes ou des villes. Donc, je précise, il n'y a pas de ville CRTE unique. C'est des CRTE à minima sur des regroupements intercommunaux ou pluri-intercommunaux. Mais en tout cas, on voit bien que voilà, cette idée de travailler à d'autres échelles quand c'est pertinent en fonction des thématiques. Donc là, on est bien. Et vous avez évoqué un autre sujet qui est la possibilité d'avoir un dispositif qui est évolutif. Donc c'est qu'en effet, on part à un moment, l'idée c'était quand même d'embarquer tout le monde dans une démarche. Et cette démarche, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas à un point d'arrivée, on a un point de départ et on la fera évoluer, on l'agrémentera de nouvelles thématiques. Vous avez parlé d'adaptation, qui est même un sujet très transversal qu'on retrouvera dans d'autres thématiques. Là, on partira de l'existant, de ce qui est fait, et au fur et à mesure qu'on a d'autres acteurs, d'autres thématiques qui émergent, eh bien, le contrat s'enrichit, se développe, et tout ça jusqu'en 2026 au moins, quoi. Alors, on a Brigitte qui regrette qu'on ne parle pas de santé. Elle dit, ne faudrait-il pas parler de santé plutôt que d'écologie? J'imagine que cette question, c'est on dit quelle place pour les entreprises, quelle place pour la santé? Monsieur Bellini? Oui, enfin, la santé, c'est la santé des personnes qui habitent, des habitants, le bien-être des habitants. Et effectivement, ça a été mis en avant comme un enjeu principal par Madame Badoil. A raison. Enfin, je pense que ça reste un des objectifs qu'on peut porter et qu'on peut inscrire dans la démarche TACT, puisque la démarche TACT, ça vise à déterminer les priorités des enjeux et ensuite de donner les moyens à la hauteur de ces enjeux. Donc si le territoire dit on est particulièrement vulnérable et puis on a un enjeu santé parce qu'on a une population qui est plutôt vieillissante, parce qu'on a des enjeux forts en termes de vagues de chaleur l'été, dans ce cas-là, la santé va être prioritaire. Et ça ne fait pas de doute. Ouais. Ça ne fait pas de doute. Alors, j'ai une autre question de Sophie Lesage. Elle vous demande, Monsieur Megdoun, quand on a des projets qui sont portés par des acteurs privés, est-ce qu'on peut les inscrire dans un CRTE? Le CRTE, ça doit être le lieu où en fait, toutes les actions qui contribuent à mettre en œuvre le projet de territoire sont bienvenues. Donc après, on n'est pas sur un portage forcément l'action publique, ça peut être aussi l'action privée. Donc oui, ça peut être inscrit dans un CRTE où il peut y avoir des cofinancements publics en fonction des règles en vigueur. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais l'implication des entreprises est vraiment fondamentale. Je pense qu'on ne pourra pas travailler séparément, on doit vraiment travailler ensemble et les acteurs privés sont évidemment les bienvenus. Alors, continuons avec vous, Monsieur Bellini, donc le responsable du pôle adaptation au changement climatique à l'ADEME. Vous aviez envie qu'on fasse un focus sur quelque chose de très particulier, ce sont les territoires engagés pour la transition écologique. C'est un programme qui est destiné aux collectivités territoriales. Donc, on peut devenir territoire engagé pour la transition écologique. En quoi est-ce que ça consiste ? Alors, oui, j'ai voulu parler de ce référentiel technique, de cette démarche, parce que c'est vraiment connecté au CRTE. C'est-à-dire que on travaille, nous, sur des CRTE via ce qu'on appelle nos contrats d'objectifs. Donc, nos directions régionales vont voir les différentes collectivités et vont leur dire, est-ce que vous avez des objectifs dans la transition écologique, dans l'adaptation ? Et dans ce cas-là, comment on peut vous accompagner? Donc, on propose un contrat d'objectifs, vraiment basé sur un objectif qu'on souhaite atteindre. Et en toile de fond, on propose cette démarche territoire engagé pour la transition écologique, qui permet de dire, dans la transition écologique, on vous propose plusieurs compartiments, plusieurs domaines sur lesquels vous pouvez agir. Tous ces domaines-là sont en transition. Il y a l'habitat, il y a les transports, il y a le développement économique, qui est un des domaines
de la collectivité. Et on propose un référentiel, c'est-à-dire quelles sont les actions qui ont le plus de valeur, le plus d'avantages en termes de transition écologique, quelles sont les actions qui facilitent le plus l'adaptation au changement climatique du territoire. Donc cette démarche-là, territoire engagé, transition écologique, elle est sur les champs climat, air et énergie, donc tout ce qui traite de la qualité de l'air, donc de la santé, tout ce qui traite de l'énergie, énergie renouvelable, économie circulaire. Et là, vous voyez, on couvre un peu plus de 300 collectivités qui sont déjà engagées, qui étaient engagées à mai 2022. Et ça couvre 34 millions d'habitants. Alors, on peut voir la carte, effectivement. Regardons la carte. Qu'est-ce que c'est que cette carte exactement? Il y a beaucoup de communes qui sont labellisées, c'est ça? Il y a beaucoup de communes qui sont labellisées. Alors parce que ça peut aller jusqu'au label. Hein. On entre dans une démarche, mais on n'est pas obligé d'obtenir le label. Bien sûr, oui. Ah, c'est celles qui sont labellisées, donc territoire engagé pour la transition écologique. Exactement. Alors le label, c'est un petit peu le petit plus, c'est-à-dire qu'on met des étoiles. C'est une sorte d'amélioration continue. On détermine, on est une étoile, ça veut dire qu'on vient d'entrer. 2 étoiles, on a progressé sur certains domaines. Mais à côté de ça, il y a surtout l'accompagnement qui est très important. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il y a un réseau de conseillers qui vient accompagner les collectivités, qui est cofinancé par l'ADEME. Et ces conseillers vont jouer un petit peu ce rôle d'ingénierie, d'accompagnement, d'animation, de pouvoir également pointer les priorités là où il faut vraiment travailler. Et puis aussi tenir la main pour remplir un petit peu tout le cadre du label territoire engagé. Et puis la démarche territoire engagé, c'est aussi un réseau. Voilà, on a 330 collectivités. Dans ces 330, il y en a une qui a la même dimension que vous, il y en a une qui est sur les mêmes enjeux, sur le même typologie de territoire. Donc vous pouvez vous tourner vers elle, vous demander comment elle a fait, avoir vraiment cet effet réseau et cet effet entre pairs, monter en compétences entre pairs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi cherché d'avoir un petit peu cet effet réseau. Un effet réseau, absolument. Donc vous sentez un désir des territoires de se lancer justement dans cette transition écologique? Oui, alors il y a un désir. On voit que c'est une façon aussi de renouer avec les habitants. Je pense que vous avez parlé de démocratie tout à l'heure. Oui. L'adaptation, elle se fera tous ensemble. Elle ne se fait pas un par un, mais c'est vraiment tous ensemble. On va devoir s'adapter de manière systémique, sans laisser de côté des catégories socio-professionnelles ou des catégories d'âge. Donc c'est vraiment important pour réussir l'adaptation au changement climatique. Et donc c'est vraiment donner un sens on voit une histoire, un climat qui est en train d'évoluer de manière très accélérée. On essaie de reprendre la main, anticiper dans le sens prendre les devants, et puis vraiment reprendre la main sur la transition, de manière à consolider cette transition et qu'elle soit adaptée au climat de 2030-2040. Alors on a donc des contributeurs qui sont avec nous, qui s'expriment. Alors on leur donne la parole et pendant environ 5 minutes, ils peuvent effectivement expliquer un certain nombre de choses. Et on a avec nous Nicolas Borez. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes au CEREMA, expert technique sur ces sujets de transition. Et vous êtes responsable de la mission Résilience, Transition, Climat. Donc vous êtes en plein effectivement dans le sujet. Et donc effectivement le CEREMA agit en faveur des travaux de résilience et d'adaptation. De quelle manière? Eh bien déjà oui, en effet, le CEREMA sur l'ensemble de ses champs d'activité, donc que ce soit sur les infrastructures, les mobilités, l'urbanisme, les stratégies territoriales, l'adaptation au changement climatique, les transitions est devenu le fil rouge de l'établissement. Parce qu'on voit bien que c'est une nouvelle ingénierie qu'il faut créer. Une nouvelle ingénierie, il y a des choses à créer là. Il y a tout à inventer. C'est ça qui est quelque part à la fois vertigineux et à la fois enthousiasmant. Et enthousiasmant. Et il y a tout à inventer, il faut le faire vite et il faut le faire en effet avec toutes les forces présentes. Et on apprend aussi avec les collectivités, j'allais dire chaque fois qu'on travaille, on apprend aussi du travail qu'on fait. On n'est pas que des consultants, on dit mais on vient, on part, mais c'est aussi à chaque fois on progresse avec les gens qu'on accompagne et avec les partenaires, l'INCT, ADEME, etc., avec qui on travaille. Donc ça c'est important. Et donc on développe un certain nombre de méthodes. Et là, je vais un peu plus zoomer sur l'approche systémique parce que c'était le sujet. Et en effet, donc l'idée, on l'a beaucoup dit, l'idée du collectif, c'est hyper important, c'est-à-dire de mettre toutes les parties prenantes autour de la table. Ça, c'est fondamental pour partager les diagnostics, pour bien se mettre à la hauteur des enjeux et au diapason, parce qu'il faut bien comprendre que
Enfin, il faut aller vite et c'est le visage des territoires qui vont changer. Les impacts vont être importants. Donc ça, c'est bien voilà, dans ces collectifs, que ce soit institutionnel, avec les entreprises privées, enfin, voilà, tous les ateliers qu'on peut conduire. Ça, c'est une sorte de fondamental qu'on peut avoir. Alors, pour partager le diagnostic, c'est important parce que ça a été très bien dit. À maîtrise d'ouvrage limitée et à argent public et privé limité, il faut aller mettre les billes aux bons endroits. Donc ça, c'est important quand même d'agir avec cohérence parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc on peut avoir l'idée, avec des diagnostics, de se dire voilà tous les sujets, mais il faut bien échelonner dans le temps et de se dire il vaut mieux investir tout de suite ici parce qu'on a des sujets d'eau, parce qu'on a des sujets de forêt, des sujets d'agriculture, et pas se disperser parce que c'est intenable en fait. Donc ça, c'est hyper important. Alors je voudrais insister, alors, je ne sais pas si on peut peut-être passer les diapos qu'on a préparés, sur quelque chose aussi qui nous est cher. C'est une fois qu'on a fait le diagnostic, nous on travaille aussi pas mal sur la mise en récit. La mise en récit. La mise en récit, la prospective. Voilà, c'est une façon entre guillemets, de construire des stratégies. Et ça marche pas mal parce que autant le diagnostic, il fait peur. Enfin, il doit faire peur. C'était dans le tableau tout à l'heure, c'était très rouge, un rouge foncé. Hein. Oui, et heureusement, parce que si on ne prend pas la mesure entre guillemets, des enjeux, on est sûr de se planter. Et la mise en récit, elle doit plutôt... alors on peut faire ça avec des scénarios noirs, mais on travaille aussi sur des scénarios roses en disant en quoi l'action qu'on va conduire va nous mener vers des futurs durables et aussi désirables. C'est-à-dire qu'ils font envie. Des futurs différents. Voilà. Ça va être différent de ce qu'on connaît, et pourquoi pas, on peut y gagner aussi d'une certaine manière. Voilà, et c'est exactement ça. C'est de se dire non seulement on peut agir, mais on peut en tirer tout un tas de bénéfices. Alors donnez-nous un exemple là où... Par exemple, si on met des actions de solutions fondées sur la nature, c'est des choses qu'on apprécie, enfin, qui ne marchent pas à tous les coups, mais enfin, qui sont quand même... Ouais, c'est hyper intéressant parce que quelque part... C'est quoi un exemple de solution fondée sur la nature? Par exemple, on parle beaucoup de rafraîchissement urbain. Là, on a parlé beaucoup ces temps-ci. C'est-à-dire plutôt que d'avoir des rues extrêmement bétonnées, très chaudes, les dalles, vous allez pouvoir mettre de la végétation, vous allez pouvoir redonner de l'espace au sol pour mieux imperméabiliser, etc. Et donc, non seulement vous avez un bénéfice pour l'adaptation au changement climatique parce qu'il va faire moins chaud, vous allez limiter les ruissellements, donc on parle beaucoup d'inondations, mais vous allez aussi favoriser la biodiversité, favoriser le bien-être. Voilà. Donc vous pouvez quelque part non seulement vous adapter, mais en tirer aussi un certain nombre de bénéfices et imaginer un futur voilà, qui donne envie, parce que c'est ça qui fait avancer collectivement, parce que si on se fait peur, ça peut aussi tétaniser. Alors que, voilà. Et donc on peut travailler avec ça. Et donc on a aussi une boussole de la résilience que voilà, beaucoup de monde connaissent, qui va permettre d'imaginer tous les leviers qu'on peut tirer. Sur la diapositive là qu'on voit. Là. Voilà, entre autres, c'est un outil qui marche bien. Et pour illustrer un exemple, donc on avait accompagné le département de la Nièvre, donc ça ressemble à ce qui a été fait dans le parc naturel du Pilat, avec des ateliers multi-acteurs, en mettant tout le monde autour de la table, hein, les associations de citoyens, les entreprises, les institutions, jusqu'à arriver à un plan d'action. Et en ciblant un certain nombre de sujets, voilà, je pense qu'il y avait entre autres le sujet du stress hydrique qui voilà, était ressorti comme un enjeu sur lequel il fallait travailler collectivement pour éviter les conflits d'usage à moyen terme sur le sujet. Donc ça, c'est important. Et puis simplement pour dire, c'est qu'une fois qu'on a dégrossi tous ces sujets, on peut aller zoomer voilà, sur des thématiques précises. Robert le disait très bien tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, c'est l'approche systémique, c'est une vraie ingénierie en soi. Parce qu'on est aussi sur l'ingénierie de l'humain, sur l'ingénierie du sensible. Et après, une fois que vous êtes dit, moi j'ai un sujet sur l'eau, sur mes forêts, sur l'agriculture, sur des infrastructures, et puis ou sur le tourisme, je pense au littoral ou en montagne, où c'est très prégnant, là vous allez aller plus loin, vous allez faire des diagnostics plus approfondis, vous allez mobiliser des techniques encore plus particulières. Et donc, voilà, c'est tout cet effet cascade. Et surtout, ce qu'il faut aussi, ça a été dit tout à l'heure, c'est que les territoires, en fait, ils en font déjà de l'adaptation. Ils font déjà plein de choses sans forcément s'en rendre compte. Et donc, ces approches un peu systémiques, elles vont révéler finalement tout ce qui se pratique déjà, parce que les collectivités, on l'a dit, elles ont plein de plans. Il y a des collectivités qui ont 20, 30, je pense, les grandes métropoles, 40 ou 50 plans, on le voit bien. Et parfois, ces plans-là, ils sont tous en silo. Le plan biodive, le plan mobilité, le plan climat, le plan pauvreté. Alors qu'en fait, dans chaque plan, il y a déjà tout un tas d'actions qui vont contribuer finalement à une meilleure résilience, alors là, en l'occurrence de résilience climatique, et déjà de révéler ça, ce qui déjà se pratique pour
pour aller un peu plus loin, sans forcément inventer d'autres choses. Déjà, ça, c'est intéressant de le partager. Merci beaucoup, Monsieur Borrez. Il y a une question de Vanessa avec Monsieur Megdou, vous qui êtes à la NCT, donc une sorte d'assemblier, je dirais, vous avez une vision assez large de tout ce qui se passe. Et voilà ce qu'elle vous dit. Alors, bien sûr, on parle de technique, de technologie. Cependant, comment est aidé l'accompagnement au changement des personnes, tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle du collectif? Ce n'est pas seulement des techniques sur le terrain. C'est pas il y avait Madame Paris ce matin qui parlait du technosolutionnisme. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas il faut qu'on change nos comportements, il faut qu'on change nos imaginaires, disait Madame Paris. Il faut se projeter dans des avenirs différents, il faut se mettre en mouvement. C'est pas que de la techno, quoi. Non, absolument. C'est pour ça qu'aussi les aspects éducation sont vraiment fondamentaux. Ils doivent être au cœur du sujet. C'est-à-dire que dès tout de suite, nous, ça va à différents niveaux. C'est-à-dire soit on forme déjà les techniciens, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pratiques, ou même quand disait Nicolas, si on apprend en étant sur le terrain. Je pense qu'il y a vraiment cette notion-là aussi. Là, on apprend aussi collectivement. Donc on a ces nouvelles démarches, on est plus ouvert. Donc on va sur le terrain, les équipes d'experts enrichissent typiquement les collectivités, les élus, les techniciens qui travaillent également. Il y a un retour sur cette formation. En fait, tout le monde y gagne, un peu c'est gagnant-gagnant. Mais également, la transition s'appréhende aussi avec un changement de culture qui est en effet assez profond, même d'éducation, même dès le plus jeune âge, d'être un peu confronté à cette nouvelle façon un peu de penser, de préserver déjà dans un premier temps, puis après d'agir concrètement pour changer. Donc oui, mais je partage complètement qu'il faut changer à tout niveau. Nous, la NCT, on a même on a des académies des territoires où on forme concrètement des élus. On a des fabriques prospectives où on travaille sur justement certains territoires pour développer avec les élus, les techniciens sur des feuilles de route très concrètes à mettre en œuvre sur les prochaines années. Donc vraiment, on a différents outils qui existent, puis il y a l'effet réseau, communauté, où justement on partage, on s'entraide, on partage les bonnes pratiques et chacun apprend l'expérience de chacun. Bon, parfait. On continue avec vous, Justine Bichon, donc une autre contributrice. Vous êtes chargée de mission transition et chef de projet Adaptaville à APC. APC, c'est l'Agence parisienne du climat. Donc, vous ne dépendez pas de la mairie de Paris, on est d'accord? Non, c'est une agence locale de l'énergie et du climat. Agence locale de l'énergie et du climat, etc. Vous faites beaucoup de sensibilisation à différents sujets. Et vous êtes chef de projet Adaptaville. J'aime bien l'expression Adaptaville. Bon, il s'agit de quoi? Comme son nom l'indique, c'est un centre de ressources pour les collectivités plutôt qui s'adresse davantage aux villes. Donc nous, on est sur le territoire parisien et même métropolitain. Et là, c'est un projet qui est accompagné par l'ADEME, notamment au niveau Île-de-France. Et l'objectif en fait de ce projet, c'est une fois qu'on a la phase de diagnostic, qu'on a le plan d'action et qu'on sait un petit peu tout ce qu'on veut mettre en œuvre, c'est de donner en fait de l'inspiration aux élus, aux opérationnels, pour leur montrer avoir des solutions très concrètes qui ont été mises en œuvre sur différents territoires, donc en l'occurrence des villes. Donc on a beaucoup de solutions qui viennent des grandes métropoles, de la ville de Paris, Grenoble, Bordeaux, et en fait on donne des informations très concrètes donc sur le coût, sur quels sont les freins qu'on peut rencontrer, enfin, les différentes problématiques auxquelles on peut faire face. Si on veut par exemple végétaliser une rue, en fait c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, on donne un peu plein d'informations. Pour quelles raisons? C'est pas seulement pour des raisons légales ou que sais-je, mais aussi pour des raisons pratiques ou ce genre de choses? Alors, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est vraiment, on l'a dit, les solutions qui donnent le plus de co-bénéfices environnementaux et qu'on va essayer de privilégier vraiment dans les démarches d'adaptation. Mais parfois, en milieu urbain dense, en fait, on est confronté à des réseaux souterrains, des métros, voilà, c'est du coup qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça qu'il y a d'autres types de solutions, aussi des solutions plutôt grises que des villes pas... Gris, ça veut dire pas vert, hein? Exactement. D'accord. Donc les solutions pour renforcer la place de l'eau, ça peut être aussi avec de la brumisation, des matériaux, vous l'aviez dit, des matériaux qui sont perméables, plus clairs. En fait, on a tout un panel de solutions qui existent déjà
et que sur Adaptaville, on essaye de montrer, de donner des exemples pour inspirer et pour aider les collectivités qui voudraient mettre en place ce type de solution. Donc c'est à destination des collectivités, c'est ça? Des collectivités. Et donc centre de ressources, c'est quoi? C'est sur Internet? Oui, c'est une plateforme web. Là, j'ai mis Alors, regardons votre image. diapositive. Là. C'est une plateforme web. D'ailleurs, on est partenaire aussi du CEREMA, qui est le centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique au niveau national. Et là, on donne en fait des solutions au niveau régional, donc qui ont été mises en œuvre. Donc, on a une carte, on a des fiches solutions très techniques. Enfin, je vous engage en fait à aller sur adaptaville.fr. Et on a aussi des newsletters, on parlait de la mise en réseau, du dessillottage, donc des visites de sites où on invite vraiment tout à chacun, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans la direction des espaces verts, mais aussi au service de l'eau, à venir pour en fait s'approprier ces actions. Et on se rend compte vraiment que c'est le partage de connaissances qui va vraiment permettre la concrétisation de solutions d'adaptation qui sont opérationnelles et fonctionnelles. Donc il vous semble qu'on a déjà beaucoup de ressources, qu'il y a déjà beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'idées, et il faut surtout s'y intéresser et puiser. Aujourd'hui, c'est le point où on se trouve aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui se font. Ouais. Et nous, on est très étonnés à chaque fois de voir que il y a vraiment les collectivités sont M. Borrell, il est d'accord avec vous. Beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément ce qu'elles font. Et donc, nous, on va aller chercher l'information, aller chercher des retours utilisateurs pour essayer de montrer, oui, effectivement, tout ce qui se fait. Et ça marche aussi beaucoup par le bouche à oreille. Je pense qu'on a tous entendu parler, par exemple, des cours Oasis à la ville de Paris qui maintenant... Alors, attendez, parce que quand vous disiez les cours Oasis. Les cours d'école Oasis, c'est des cours d'école où on va plutôt enlever le bitume, oui. On va mettre de la végétation, voire même renforcer la présence de l'eau. Et en fait, ça a été inspiré. La ville de Paris a été faire des visites dans d'autres pays. Maintenant, il y a d'autres collectivités en France qui... en fait, c'est vraiment du partage de connaissances et c'est des solutions qui sont très intéressantes, systémiques, et qui font intervenir beaucoup de personnes. Oui, c'est ça. Alors, c'est la première fois qu'on parle au cours de cette table ronde de l'étranger. C'est vrai qu'on voit qu'il se passe plein de choses en France, plein d'acteurs, etc. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller voir ce qui se passe ailleurs aussi? Monsieur Bellini? C'est indispensable. Alors, on a essayé déjà de le faire. La démarche TACT, elle est issue aussi d'une analyse de ce qui se faisait à l'étranger. Il y a des pays qui étaient beaucoup plus avancés dans les années 2010 et qui travaillaient sur ce type de méthode. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de pouvoir reprendre cette méthode, peut-être l'adapter un peu au cas français, de la simplifier, de la mettre à jour, de la rendre plus accessible, plus ergonomique. Voilà. Mais la méthode en elle-même, elle existait déjà. Ça, c'était à l'étranger. Et puis, tous les 2 ans, on va voir à l'étranger ce qui se fait. On organise des trophées de l'adaptation au changement climatique. Donc, on essaie de repérer les bonnes initiatives et on les met en valeur dans des trophées. On dit ça, c'est un très beau trophée pour s'adapter en milieu urbain, par exemple. Et ça se passe sur le bassin méditerranéen, ça se passe en Égypte, ça se passe en Tunisie, etc. Et ça met en valeur... Est-ce que vous vous souvenez de certains trophées qui vous ont éventuellement marqué? Alors, ce qui m'avait marqué, c'était un joker. Oui, c'est un vieux trophée d'un filet dans le Maroc, donc sur le Main Atlas, qui captait l'humidité de l'air et qui récupérait de l'eau. Ensuite, et cette eau-là était au petit matin, de l'eau de rosée. Et puis la production était quand même assez intéressante. Et donc ça m'avait effectivement, je trouvais que c'était un beau trophée qui pouvait être valorisé ensuite dans beaucoup d'autres pays. Et ces expériences-là, on essaye aussi, alors je vais passer la parole à Nicolas Borrez ensuite, on essaie éventuellement de les capter et de les mettre en valeur aussi sur le centre de ressources d'adaptation. Nicolas, je passe la parole à Nicolas. Alors, un petit peu comme Adaptaville, mais à l'échelle nationale, on développe donc en partenariat avec l'ADEME, Météo France et puis l'ONERC, l'État, voilà, un centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique. Donc je confirme les excellentes relations qu'on a avec Adaptaville. Et en effet, on est en train de développer une page internationale aussi pour montrer ces pratiques-là. Et ce qui ressort, c'est qu'en effet, on a des milliards de personnes aujourd'hui qui vivent dans des climats plus chauds, plus extrêmes, plus humides, souvent avec moins d'argent,
Et donc, ils savent finalement mettre en œuvre des solutions. Souvent, on parle de low-tech, on en parlait tout à l'heure, là, des solutions pragmatiques, de bon sens, souvent fondées sur la nature ou inspirées de la nature. On parle parfois du biomimétisme au sens inspiration du vivant. Et là, c'est intéressant aussi de s'en inspirer. On a tout à apprendre finalement de ce genre de relations. Bon, alors je vous propose de nous tourner vers la dernière de nos contributrices, c'est Lou Lamure. Bonjour Lou Lamure, vous êtes chargée du développement à AFL, c'est Agence France Locale, qui est un établissement de crédit qui a été créé il y a une petite dizaine d'années. Et c'est un établissement de crédit pour les collectivités et par les collectivités. Hein, c'est des financements par les collectivités, pour les collectivités. Alors justement, comment est-ce que les financeurs que vous êtes peuvent accompagner la démarche d'adaptation et favorisant la concertation, bien sûr? Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Mais je pense que oui, donc merci en tout cas pour nous laisser la possibilité de parler de l'Agence France Locale aujourd'hui. Donc comme vous l'avez dit, c'est bien un établissement de crédit qui ne travaille qu'avec les collectivités territoriales qui sont en fait ses seuls actionnaires et ses seules clientes. Et dans l'intervention précédente, vous parliez du fait de s'inspirer des pays étrangers. C'est tout à fait ce qui a été fait au niveau de l'AFL parce qu'on a été créé en 2013, mais on s'est inspiré de modèles de banques un peu coopératives qui préexistaient déjà dans les pays du Nord, notamment le Danemark, la Suède, la Finlande, des pays scandinaves qui sont souvent un peu précurseurs pour tout ce qui est, on va dire, singulier. Donc l'AFL, comme je l'ai dit, va participer au financement des collectivités territoriales et de leur stratégie d'adaptation au changement climatique, dans la mesure où, étant donné qu'elle ne finance que les projets d'investissement des collectivités actionnaires et que les collectivités territoriales portent une part importante et très importante des investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique, on contribue à cette transition grâce à cela. Et aujourd'hui, on représente près de 550 collectivités actionnaires de toute taille et de toute strate. Et c'est aussi en ce sens qu'on va apporter de l'ingénierie financière aux collectivités, parce que notre seul modèle, en fait, est de financer l'investissement public local à travers l'octroi de crédit. Mais cet octroi de crédit est conditionné à une analyse financière. On établit, en fait, simplement une note financière à l'ensemble des collectivités territoriales qu'on va leur partager. Et grâce à cette note financière, on va pouvoir déterminer la capacité d'investissement et donc d'emprunt de la collectivité et échanger avec elle sur ses besoins de financement pour financer ses projets. Donc, qui peuvent être d'adaptation au changement climatique, mais qui peuvent également être de mobilité ou alors d'enseignement pour tout ce qui est construction d'écoles maternelles ou de collèges. Et on intervient donc en ingénierie financière parce qu'on va proposer à l'ensemble des collectivités, en ce sens qu'elles soient actionnaires ou pas encore actionnaires, hein, bien évidemment, une approche pour voir avec elles et évaluer avec elles ses besoins de financement, et ça de manière totalement gratuite et totalement au bénéfice de l'ensemble des collectivités, comme l'ont voulu et comme le veulent d'ailleurs les élus locaux qui sont les seuls représentants de notre conseil d'administration. Alors on avait ce matin une représentante de la Banque des Territoires. Donc, vous savez, c'est une émanation de la Caisse des dépôts et eux aussi, ils financent des actions dans les territoires. Comment est-ce que vous placez l'un et l'autre? C'est toujours intéressant de voir comment les acteurs travaillent ensemble ou pas. Enfin, voilà, pourquoi est-ce que je ferais appel à vous plutôt qu'à la Banque des Territoires, par exemple, à l'AFL plutôt qu'à la Banque des Territoires, par exemple? Les autres partenaires bancaires qui existent pour le marché des collectivités territoriales, parce qu'on reste une petite structure de 35 salariés et on n'a pas vocation à couvrir 100% des investissements des établissements, enfin des collectivités territoriales. Donc on va se placer en complémentarité des prêts de la Banque des Territoires. Et petite spécificité au niveau de l'Agence France Locale, le fait déjà qu'il n'y a pas de montant pour les collectivités territoriales. Donc à ce jour, le plus petit crédit que l'AFL a octroyé est de 5 000 € à une petite commune de Meurthe-et-Moselle. Donc voilà, ça, au niveau de la Banque des Territoires, il y a souvent des seuils à respecter. Donc là, au niveau de l'AFL, on va se concentrer sur toutes les collectivités, quelle que soit sa strate et quel que soit le montant demandé. Et également, au niveau de l'Agence France Locale,
on va dire vu qu'on finance l'investissement et le budget d'investissement de la collectivité, on ne finance pas de projet. Donc au niveau des collectivités, il peut aussi y avoir un gain de temps en évitant d'avoir un reporting à faire pour justifier du projet à l'établissement de crédit. Et enfin, dernière chose, j'ai dit que l'agence Translocale était un petit établissement, donc 35 salariés. Que les seuls actionnaires de l'AFL étaient les collectivités territoriales, donc il n'y a pas d'actionnaires externes à rémunérer. Et enfin, on va lever en fait nos ressources sur les marchés obligataires avec une note des agences de notation qui est d'un cran en dessous de l'État, donc mieux que la meilleure des banques privées. Et ces trois effets combinés font que, en théorie, donc après il y a toujours la théorie et la pratique, mais qu'en théorie, tout est fait pour que les prêts proposés par l'agence Translocale soient les plus compétitifs possibles. Et c'est en ce sens que l'agence Translocale peut répondre aux besoins des collectivités. Et j'insiste bien sur la complémentarité, parce que l'agence Translocale a aussi été créée en vue d'être un outil de diversification des sources de financement des collectivités territoriales. Alors on avait Madame Rossa Mignot, donc de la Banque des Territoires tout à l'heure, qui nous disait la marche est haute. C'est-à-dire qu'il y a quand même, si on veut remplir les objectifs, notamment la neutralité carbone en 2050 par exemple, la marche est haute, c'est-à-dire qu'il y a un effort qui est vraiment extraordinairement important, technique, technologique, mais aussi dans nos comportements, dans nos changements, dans nos façons d'agir. On avait ici ce matin, je crois que c'est M. Soudon qui nous disait que, par exemple, une idée, c'était par exemple de réduire des 2/3 notre mobilité quand même. Voilà, on en est à ces niveaux-là. Est-ce que on a pris conscience de cette marche, de l'importance de cette marche, de cet effort à fournir qui est en réalité considérable? Monsieur Bellini, Monsieur Megdou, qui veut, Monsieur Borez Monsieur Bellini se lance. Oui, la marche est très haute. Je reviendrai sur mes pignons. Le premier pignon. Un troisième là. Non, reste sur 2 pignons. Oui, aujourd'hui on est encore sur une étape plutôt pleine, donc on reste avec 2 pignons. Le pignon comprendre et le pignon agir. Oui. Le pignon comprendre est hyper important. Donc comprendre, il y a la partie prise de conscience, mais c'est vraiment travailler sur cette culture. Et ça prend du temps. Ça veut dire aussi saisir l'échelle à laquelle il faut agir. L'effort est quand même... Saisir les échelles, oui, effectivement. Oui. Saisir les échelles. Et la marche est considérable. Alors après, comme disait Nicolas Borez, il faut trouver un souffle qui permettent de porter une vision positive. C'est ça. Parce que c'est vraiment un projet de territoire qui prend du temps. Il y a une culture à réinstaller. Vanessa qui a posé la question sur le côté technique, c'est avant tout de la culture. C'est avant tout des hommes, des femmes qui sont là, qui font de l'ingénierie, qui font du financement, qui font de l'animation et qui parlent de culture, qui portent vraiment une vision. Et ça, c'est la première base. Et ça met du temps à s'installer. Ça met du temps à s'installer, mais il faut y aller. Monsieur Megdou, on a du temps? On a de moins en moins. On a de moins en moins. Plus on attend, plus la marche est haute. C'est le problème. Et d'où l'importance d'y aller ensemble, de toute façon. C'est-à-dire que là, la marche, tout seul, on n'arrivera pas à la gravir. On la gravira tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, de toute façon. Et je suis d'accord, je suis entièrement d'accord sur ce futur désirable. Ce qu'on constate, en tout cas, dans travers des CRTE, on voit des projets de territoire extrêmement ambitieux. On voit qu'il y a énormément de choses qui se font sur le terrain à une échelle très fine. On a des visions comme ça de là où on va collectivement. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir accélérer et accentuer dans les prochaines années pour vraiment tenir nos objectifs. Monsieur Borez, un mot là-dessus? Oui, non, je pense qu'on n'a pas pris conscience collectivement de ce que ça veut dire un monde neutre en carbone. Enfin, il y a quelques petits jeux, je pense aux jeux d'automne qui existent, j'en fais la promotion que tout le monde peut... C'est un monde qui est complètement différent. C'est quoi ce jeu? Ça s'appelle d'automne, ça permet simplement de vous projeter en disant si je veux être en gros atteindre la neutralité carbone, ce qui pose la question de la compensation. On ne va pas ouvrir le débat maintenant, mais il faudrait on le fera l'année prochaine. Et ça permet de se prendre conscience même individuellement de ce que c'est. En effet, de réduire les mobilités de moitié, de manger de façon moins carnée, et de tout le travail sur les imaginaires, c'est-à-dire que prendre l'avion pour faire un week-end de 2 jours dans une capitale européenne. Aujourd'hui, c'est valorisé. Demain, ça n'existera plus. Enfin, plus comme ça. C'est plus possible, en fait, de tenir ce genre de... Voilà. Donc, tout ça, ça veut dire que c'est aussi un imaginaire collectif.
Et en effet, c'est bien de parler d'atténuation, parce que le premier levier d'adaptation, c'est quand même de rapidement moins émettre de gaz à effet de serre, parce qu'on ne s'adaptera pas, l'effort ne sera pas le même à plus 1,5 degré, à plus 2 degrés, à plus 2,5 degrés. Ça n'a rien à voir. On est dans des mondes radicalement différents et dans des investissements qui seront radicalement différents aussi. Donc plus on atténuera, plus l'effort d'adaptation sera moins douloureux. Et je voudrais juste peut-être en terminer, mais on parlait du collectif, mais il faut bien penser aussi aux questions de justice climatique et de justice sociale, parce que là, on peut vraiment se planter si on fait une transition injuste. On l'a vu avec les Gilets jaunes, hein, si on fait des taxes carbone, quand on va commencer à toucher réellement, voilà, il faut aussi réfléchir sur tous les sujets. La fiscalité, c'est un grand sujet, un grand levier pour avancer. Et je pense qu'il faut vraiment prendre en compte les plus fragiles, les plus vulnérables. On le voit bien. C'est vrai sur le climat, mais sur tous les sujets, sur les tensions, sur l'énergie. Voilà. Et ça, si quelque part on n'y prend pas garde, nous en tant que décideurs, ou en tout cas qui influent sur le sujet, on peut vraiment se tromper aussi collectivement. Donc il faut embarquer tout le monde et surtout penser aux plus fragiles, parce que c'est ceux qui souffrent le plus. Et donc il faut vraiment l'avoir en tête. Voilà, je voulais me permettre de faire ce petit mot. Propos tout simplement essentiel. Justine Bichon, un mot sur ces sujets-là? Oui, je pense que c'est très important de rappeler effectivement qu'il faut agir auprès des plus fragiles et la marche est haute, oui. Et en fait, on le voit, on travaille aussi beaucoup avec Météo France, les impacts sur le territoire. Dans n'importe quel scénario, ils seront très importants, très conséquents. Et en fait, on a un territoire qui est donné et qu'il faut essayer d'adapter le plus vite possible et le plus en conséquence possible pour bien vivre, pour continuer à bien vivre ces prochaines années. Pour bien vivre ces prochaines années. Monsieur Bellini. Je vais mettre un petit mot. Je pense qu'il faut tous qu'on pense à embarquer les jeunes générations, les plus jeunes d'entre nous. Les derniers sondages disent que 3/4 des plus jeunes de la tranche 15-25 ans se disent éco-anxieux, donc anxieux dans leur futur et puis l'évolution du changement climatique. Donc il faut réussir à les embarquer aussi dans les projets de territoire en disant mais non, on peut agir tous ensemble. Et les jeunes ont toute leur place pour créer, pour challenger, pour pouvoir proposer des solutions à toutes les échelles du territoire. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Ça complète aussi la remarque de Nicolas sur le côté juste. Et effectivement, ça c'est vraiment... je l'aurais aussi, il ne faut pas l'oublier. Absolument. Alors, voilà pour cette première journée des secondes assises de l'ingénierie de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On a rendez-vous demain, c'est à 14h30. On va parler de transition numérique ici sur ce plateau avec de nombreux acteurs. On va parler de façon très concrète de ce qui se passe dans les territoires. Alors on voit effectivement qu'il y a vraiment cette belle énergie sur le terrain, des solutions, des dispositifs. On voit qu'il y a une mise en mouvement, une prise de conscience. Donc ça, c'est un début très important et il faut embarquer absolument tout le monde. Le pire serait une transition injuste, mais la marche est haute, il faut avancer vite en même temps. Voilà, on est pris dans plein de contraintes. Évidemment, merci infiniment à toutes les équipes de l'ANCT qui ont créé, qui ont permis à cet événement d'exister, à Justine Mérigeau, à Christelle Brem, à Nadia Baccar, et puis à plein d'autres encore. Merci infiniment à tous les 5 et puis aux contributeurs qui étaient avec nous également. Je vous donne rendez-vous demain, mardi, 14h30, transition numérique. À demain.